Bienvenue. Corée du Nord, le pays qui n'était pas là. Voilà le titre du livre sur lequel nous allons braquer notre lampe aujourd'hui. Alors pourquoi ce choix ? Il existe sur la planète pléthore de pays dont nous ne savons rien ou si peu. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Timor oriental, le Sultanat de Brunei, le Swaziland, Israël. Et ces pays, en fait, personne n'en parle jamais. On ne sait rien de la Corée du Nord, pourtant c'est un pays qui revient chaque année au cœur de l'actualité. Le problème, c'est que la courte vision que nous avons nous est livrée par les médias anglo-saxons, ou au mieux par le cinéma sud-coréen de Kim Ki-duk ou de Park Chan-wook. Il y a quelques années, des nationalistes français connus se sont rendus en Corée du Nord. Alain Soral, Dieudonné, Vincent Lapierre, qui a d'ailleurs rappelé dans sa dernière vidéo avoir payé 3 000 € de sa poche pour y aller. Étonnant cette appétence au militantisme défrayé, dédouané. Enfin bref, ce voyage organisé avait justement enclenché notre curiosité et notre envie de lire, de nous documenter sur ce pays. Est-on proche d'une société parfaite telle que l'avait subodoré Alain Soral au retour du pays ? Nous y répondrons. En tout état de cause, le livre le plus complet que nous avons parcouru demeure celui de Denis Gorteau. Grâce à ce livre, nous obtiendrons une perception plus acérée et plus juste. Plus juste car l'auteur a su rester objectif, de fond en comble. Car il était armé d'une démarche saine, comprendre. Le ton qu'il utilise est neutre, ne désirant pas influencer le lecteur. La bibliographie d'ailleurs utilisée par l'auteur est plutôt réfractaire à la Corée du Nord, dans le sens où elle suit le sens médiatique plutôt classique occidental. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. Alors, si la France a sa littérature, l'Allemagne ses philosophes, l'Autriche ses compositeurs, la Corée du Nord, elle, a son juche. Ce juche, c'est donc une idéologie purement coréenne, non exportable sur papier. Le juche est né durant un moment critique de l'histoire coréenne, un moment où la Corée se trouvait, dixit Denis Gorteau, dans un angle mort. Elle était délaissée par le Kremlin et la Chine. Le juche, c'est une volonté de survie par l'indépendance, une espèce de post-socialisme adapté à la Corée. Dans les faits, qu'est-ce que le juche ? C'est donc une idéologie qui s'est construite contre les communistes de Moscou. C'est une idéologie qui se substitue au marxisme-léninisme en 1967 et n'y fait d'ailleurs aucune référence dans ses textes. Dans ses textes, l'homme peut tout. Les idées du juche présentent une conception du monde axée sur l'homme et une philosophie politique visant à réaliser la souveraineté des masses populaires, c'est-à-dire une philosophie précisant le fondement de la politique qui permet de conduire la société à son développement par la voie la plus juste. Voici les textes officiels nord-coréens. Alors le garant de ce juche, c'est-à-dire le président, ne doit pas être perçu ou analysé comme un dictateur. Ça, c'est une vision simpliste, facile, vous en doutiez. Le président demeure plus le chef d'un complexe militaro-industriel que le représentant d'un peuple, si l'on veut parler trivialement. En Corée, le vrai pouvoir est à chercher du côté de l'armée. Cela explique d'ailleurs les sempiternelles tensions que les présidents coréens laissent transpirer à l'égard de l'Occident. Nous le verrons en conclusion. Nous parlons ici d'une volonté de responsabiliser, de mobiliser l'armée. C'est le fameux Songun. Mais alors, Songun, c'est l'armée d'abord. Mais alors, la Corée est-elle communiste ? Puisque finalement, c'est le seul et unique mot que les Occidentaux sont capables de coller, d'appuyer sur le front de ce pays. Eh bien non. Le communisme que les Coréens revendiquent n'a rien à voir avec les idées marxistes. Le juche érige en modèle le chef de l'État. C'est un vrai nationalisme. Certes, c'est un nationalisme original, voire loufoque, mais un nationalisme quand même,
nous sommes bien plus proches du fascisme que du communisme. Le vrai fascisme originel dans lequel l'homme mène un combat et affronte le monde. Rappelez-vous des écrits de Mussolini. En République populaire de Corée, l'homme est capable de tout. Donc si nous devions la décrire avec une précision suisse pour conclure cette première question, la Corée du Nord est une monarchie fasciste orientale à dominante militaire. L'armée est un État dans l'État avec presque 25% du budget national. À dominante militaire où la masse n'est pas le prolétariat, mais la nation tout entière. Alors après avoir décrit ce qui fait l'essence de ce pays, le Juche, passons à l'histoire. Alors dans le but de ne pas alourdir notre résumé, commençons le récit de l'histoire de la Corée du Nord par la guerre de Corée. Cette guerre, c'est un moment charnière car elle s'avère dévastatrice, inhumaine, voire inutile. Cette guerre va couler dans le marbre cette opposition, cette animosité entre les deux Corées. Racontons-la. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la Corée est séparée en deux à la conférence de Yalta. La Corée pourtant est une nation très homogène, avec près de 4000 ans d'histoire commune. Même langue, même alphabet, même philosophie, mêmes arts, même référence au confucianisme chinois, principalement. L'histoire des deux Corées, c'est une sempiternelle lutte contre les envahisseurs, les Chinois puis les Japonais jusqu'en 1945. Donc, date de la division artificielle. Division artificielle d'ailleurs faite pour son bien, selon le discours de l'ONU, puisque le pays est promis à une future réunification. C'est ce qui est prévu au départ. La guerre commence. Le Nord est plus organisé et mené par Kim Il-sung. Il attaque le Sud, territoire fantoche états-unien. Bon alors, selon plusieurs écrits, qui a commencé, nous ne pourrons pas vraiment savoir. En réalité, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est un discours du dictateur Ri, le dictateur de la Corée du Sud. Le Nord pouvait gagner plutôt facilement, mais même allait gagner plus facilement, car il était plus libre, étonnamment, contrairement à ce que l'on pourrait croire, donc il était plus libre, il était plus puissant, et il était soutenu par de valeureux et de nombreux partisans au Sud qui étaient opposés donc au dictateur pro-américain Ri. La déroute du Sud est immédiate. Leur armée ne tient que grâce aux combattants privés payés par les subventions états-uniennes. Oui, en fait, il y avait tout un système de corruption mis en place à cette époque qui a été dénoncé par un journaliste anglais nommé Hastings. Précision hautement importante, le Nord n'a pas été poussé par l'URSS. Staline est contre cette guerre. Et il n'a pas envahi le Sud par idéologie communiste. L'emprise communiste n'a pas pu se réaliser en 3-4 ans. C'est donc une guerre coréo-coréenne et non une guerre communiste capitaliste. Autre précision, notez que les États-Unis ont écarté tous les dirigeants nationalistes du Sud. C'est une politique classique chez eux. En 1950, l'ONU, qui joue donc sa crédibilité en raison du côté novice de cette institution, autorise les États-Unis à intervenir. Ainsi, MacArthur va réussir à faire tomber Pyongyang assez rapidement. L'URSS, encore une fois, ne désire pas intervenir. Mais ce sont les Chinois, mécontents de voir les États-Unis se rapprocher d'eux, qui vont intervenir avec près de 500 000 hommes mobilisés. La tendance s'inverse. Les États-Unis sont en train de perdre et MacArthur désire utiliser 50 bombes atomiques sur les Chinois. Finalement, il sera remplacé. Car en effet, question bombe, les États-Unis ne furent pas en reste. Ils ont tapissé la Corée du Nord de bombes, de napalm, d'armes bactériologiques. Un classique chez eux encore. Comme des puces porteuses de la peste et qu'on a retrouvées en plein hiver. Finalement, le front se stabilise et au 38e parallèle, en 1951, mais la paix ne sera signée qu'en 1953. Bilan, les dégâts sont considérables, indicibles. Les villes sont ravagées, parfois entre 65 et 80%. Il y a 2,5 millions de morts, dont 1,5 million de morts pour le Nord. Les bombarder jusqu'à les ramener à l'âge de pierre, disait Curtis LeMay.
très connu pour avoir aussi été un des propagandistes de la bombe atomique. Donc les massacres des deux côtés furent légion. Ri, donc, le dictateur du Sud, reste en place. Il fuira en fait plus tard à Hawaï en 1962 avec l'argent du peuple. Donc finalement on se retrouve avec 3 Corées, la Corée du Nord, la Corée du Sud et les bases américaines. Dans les années 60, le développement de la Corée du Nord est indéniable, grâce à des experts très bien formés et une certaine abnégation dans le travail. La Corée du Nord à cette époque accueille par milliers des Coréens du Japon et de Chine qui fuient la guerre froide. Contrairement aux idées reçues et enseignées, la Corée du Nord adhère aux pays non alignés. Le pays n'assiste pas aux réunions du Comecon. Et surtout, le pays ne possède aucune base militaire soviétique sur son sol. Le Juche, c'est l'indépendance, et l'indépendance, ce sont les pays non alignés. Le Nord souhaite toujours que le Sud se soulève, qu'il se rebelle, qu'il se révolte contre les États-Unis et les rejoigne. Des commandos sont envoyés pour la guérilla au sud, jusque dans les années 70, mais les États-Unis imposent des embargos sur le nord. Finalement, le développement économique du Tigre de Sud dans les années 70 enterrera toute idée de soulèvement. Des attentats, des enlèvements cependant continueront entre les deux Corées. Dans les années 90, des terribles famines naîtront en Corée du Nord. La cause, c'est la chute de l'URSS qui fournissait en pétrole. La République de Corée n'a pas accès à d'autres sources de pétrole. Généralement, les États-Unis essayent de les en empêcher. De plus, les oligarques russes, désormais propriétaires des puits de pétrole, veulent être payés en dollars américains, interdits en Corée. Les causes secondaires, c'est que le complexe militaro-industriel est un véritable ogre. Les terres sont dégradées en raison des trop nombreux pesticides utilisés dans les années 60-70. Pour se chauffer, les Coréens ont dû créer une véritable déforestation, ce qui a provoqué des inondations. Passons maintenant à l'économie. À partir de la fin de la guerre de Corée jusqu'en 1975, le développement de la Corée du Nord fait office de modèle. Ensuite, disons pendant une bonne trentaine d'années, la Corée va connaître une période dramatique, nous l'avons vu, ponctuée de famines considérables. Donc, dû à la chute de l'URSS, les mauvaises terres, le manque de capitaux, les inondations et les sécheresses. Un redressement est significatif dans les années 2000, petit à petit. Principalement grâce à la dévaluation de sa monnaie, grâce au démantèlement des grandes fermes au profit de petites fermes plus familiales, et grâce surtout aux ZES, les zones économiques spéciales. Ce sont des zones qui permettent les investissements étrangers à hauteur de 50%. Donc 50% pour l'étranger, 50% pour la Corée du Nord. Ce sont surtout des Coréo-Chinois qui investissent. Autre chose, le niveau de formation des scientifiques demeure de haute qualité, puisque les Coréens sont à même de développer leur propre Internet, leur propre satellite. Par ailleurs, de grands projets sont en discussion avec les Russes, des routes de la soie, des gazoducs, des ports. La Corée du Nord est en mesure de vendre son savoir-faire, les armes qu'elle produit, ou sa maîtrise dans la construction de bâtiments. Au niveau géopolitique, encore une fois, c'est le Juche qui parle. Tout est à analyser sous l'égide du Juche. La Corée est une zone tampon et cela lui va très bien. Une zone tampon destinée à prévenir une éventuelle attaque des États-Unis sur la Chine. La Chine apprécie cela, même si elle tique devant la nucléarisation de la Corée. Zone tampon aussi entre la Chine et la Russie. Le Juche sait jouer intelligemment son rôle d'indépendance. Terminons par l'intérieur. Société coréenne du Nord. Le pays géographiquement est jalonné de montagnes. Se déplacer demeure fastidieux en raison des routes difficilement praticables. Dans la culture de ce pays, de toute façon, on se déplace avec le train. La mobilité intérieure est donc plutôt faible. En revanche, il existe une plus forte mobilité extérieure, avec l'étranger donc. Beaucoup de travailleurs nord-coréens vont besogner en Sibérie. Beaucoup de touristes sud-coréens viennent en Corée du Nord grâce à Hyundai.
Hyundai qui est un Nord-Coréen, le fondateur est un Nord-Coréen à la base. Des touristes chinois aussi. Mais il n'y a pas de touristes occidentaux. À part Vincent Lapierre, nous l'avons vu. Le dollar n'est pas admis, car c'est la monnaie de l'ennemi. Allons maintenant au-delà du livre, tâchons de lui apporter une plus-value, humblement. La première remarque qui vient irriguer notre pensée globale touche les idées nationalistes. Trop souvent, nous entendons les nationalistes se référer qui à l'Allemagne nazie, un classique, qui aux identitaires anglo-saxons. Seulement un nationalisme, comme son nom l'indique, se doit de respecter l'histoire, les gènes, l'ADN de la nation en question. Un nationalisme, cela ne s'importe pas. Par conséquent, le juche semble être le système politique, le mode de pensée idoine à l'ADN du peuple coréen. Indéniablement, ce régime est une transcendance. Suivez bien notre réflexion ici. Alors avouons parfois que cette transcendance frôle le ridicule, certes, avec les écrits alambiqués portant sur Kim Jong-il, les 1600 livres qu'il aurait écrits, ou l'esprit mystique que l'on prête à sa personne. Mais cette transcendance a au moins le mérite de permettre l'unité, l'homogénéité, la paix et une certaine forme de bonheur. N'est-ce pas le but ? N'oublions pas que le roi de France était le représentant de Dieu sur terre. Il servait Dieu. Un culte du roi était une impossibilité en soi. Vous rétorquerez à raison qu'en Corée, ça n'a rien à voir. Le chef de l'État est adulé, idolâtré en tant qu'humain. Mais c'est un être humain surhumain, dont le comportement se rapproche de la perfection, de Dieu. C'est ainsi qu'il est adulé, en tant qu'être humain surhumain. Pourquoi ? Parce que c'est un grand écrivain dont les idées sont parfaites, c'est un homme avec des valeurs au-dessus de tout, c'est un fin connaisseur en tout domaine, il est absolument impavide et il n'a aucune couardise. Oui, c'est ridicule. Peut-être, en effet. Et comme nous, occidentaux paternalistes que nous sommes, nous trouvons cela ridicule. Cela nous fait penser, cela nous fait dire que si la Corée du Nord doit un jour tomber, si la Corée du Nord doit un jour se désagréger, cela ne se fera pas par une volonté du peuple au nom de sa liberté, ça c'est une pensée de collégien qui a des mauvaises notes, mais bien en raison du regard moqueur et taquin que le monde occidental connecté posera sur ce pays. D'où son intérêt à rester isolé. C'est un peu comme dans le film Le Village. Mais la Corée abrite-t-elle une société si parfaite pour qu'elle cultive ou organise son isolement comme dans le film Le Village, nous l'avons dit ? Examinons la question d'un peu plus près. Répondons à la pensée d'Alain Soral qui, à son retour de Corée du Nord, disait que nous étions proches d'une société parfaite. Alors, avec toutes les lectures que nous avons effectuées, puisque ce n'est pas le seul livre que nous avons parcouru, nous allons apporter du grain à moudre aux arguments de la société parfaite, en effet. Commençons par l'éducation. On va prendre les grands pans de la société, et le premier, c'est bien l'éducation. En Corée du Nord, elle est primordiale, elle est valorisée. Les chercheurs, les enseignants sont les personnes les plus respectées qui soient. Les chercheurs ou scientifiques français qui s'y sont rendus ont été accueillis avec la plus haute déférence. Ils sont très heureux, très ravis d'avoir été jugés sur leur qualité, sur leurs travaux et non sur leur soumission à une idéologie préétablie comme en Europe. Sécurité maintenant. C'est important la sécurité dans une société. Donc la Corée du Nord est un endroit parfait pour élever une famille. Les rires des enfants y résonnent. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que vous ne risquez rien là-bas. Pourtant, la police, elle n'est pas omniprésente, elle est même absente. Vous ne trouverez pas de gens armés dans les rues, de policiers armés dans la rue comme on en trouve dans toutes les grandes gares européennes. Le sentiment de sécurité est un acquis. C'est à relier avec l'éducation, évidemment.
Et l'homogénéité, bien sûr. Maintenant, au niveau infrastructure, la Corée est tout sauf un pays du tiers-monde. Les voitures, bien sûr, mais les immeubles, l'informatique, les panneaux solaires, les hôpitaux. Ils sont capables de faire sortir des quartiers entiers en quelques mois. Mieux, les Coréens du Nord sont en passe de devenir les pionniers en intelligence artificielle à travers l'automatisation croissante de leurs usines. Kim Jong-un met tout en œuvre pour créer une révolution robotique. Il est important de supprimer le travail manuel et de moderniser le processus de production, dit-il. Niveau culturel maintenant, pas de pornographie, pas d'avortement, pas de boys band, pas d'Hollywood, pas de MeToo, pas de Starbucks, pas de McDo, pas de jeans, pas de coupe de cheveux ostentatoire et ridicule, ce qui ne nuit en rien d'ailleurs à la coquetterie des femmes coréennes. Les Coréens du Nord ont leur propre culture, vous pouvez l'aimer ou ne pas l'aimer, mais au moins c'est la leur. Et à mon avis, ils vous emmerdent. Terminons. En tâchant de lire dans l'avenir, mouillons-nous un petit peu en quelque sorte, en regardant les différents accords qui sont en train de se tisser autour de la Corée du Nord. Nous le répétons, mais le principal atout de la Corée du Nord, c'est le juche. Cette symbiose locale réussie entre fascisme et monarchie au service du bien commun. Le plus important reste toujours d'organiser un régime plaçant le bien commun au-dessus de tout, dans le respect évidemment de l'organicité, de l'harmonie de la nation. Et tant que la Corée du Nord sera fidèle à son juche, nous ne voyons pas de quoi nous inquiéter. Au regard des projets menés, au regard des discours tenus, au regard des intentions des uns et des autres, et si le juche guide toujours les Nord-Coréens, l'histoire semble prendre le chemin d'une zone de développement économique gigantesque. Avec la Chine, qui est l'allié historique de la Corée, aussi dans l'intelligence artificielle, et c'est un phare idéologique. La Chine, plus la Russie, plus la Corée du Nord, plus la Corée du Sud, et une zone à laquelle viendra peut-être se greffer un jour le Japon. Alors cela évitera à la Corée du Nord d'être trop dépendante de la Chine et d'éviter de devenir ce contre quoi elle a toujours lutté au nom de son juche, un État fantoche. La réunification avec le Sud est inéluctable. Peut-être pas dans les médias, car c'est surtout la dernière chose que les États-Unis veulent. Terminons là-dessus. Pourquoi donc ces tensions permanentes entre États-Unis et Corée du Nord ? Alors une réunification Nord-Sud, cela affaiblirait la stratégie Dixit du nœud coulant autour de la Chine. C'est un problème pour les États-Unis. Cela exclurait aussi peut-être les États-Unis du Pacifique, c'est leur zone. Et c'est peut-être ainsi qu'il faut comprendre les tensions permanentes américano-coréennes. Ces sempiternelles provocations, mais des provocations qui finalement, même si on veut nous les mettre du côté nord-coréen, sont toujours portées par les États-Unis. Entre l'axe du mal, entre les accusations de crimes contre l'humanité, entre la pleurniche au sujet d'un évangéliste états-unien arrêté à Pyongyang, entre les exigences des États-Unis envers le président de la Corée du Sud, Moon Jae-in. On lui demande de ne pas se rendre à la table des négociations avec la Corée du Nord, mais il ne le fait pas. Il y va quand même. Ou entre John Bolton qui sabote des accords de principe avec la Corée, et puis qui jouait constamment les va-t-en-guerre. Bref, avec la Corée du Nord, le plus énervé, ce sont les États-Unis, et depuis longtemps. Que jamais ne sorte de France la gloire qui s'est arrêtée. Abonnez-vous, aimez-nous, suivez-nous. Des tours et des